stream? Ah, on va aller voir ce que ça donne côté Twitch. Alors, est-ce que ça fonctionne? Waouh! Je peux remettre le son, c'est pas forcément ce que je veux, mais c'est plutôt pas mal. Alors, ok, c'est fun. Ok, et donc là, si je fais transition, hmm, ok, nickel, tac, super. Ok, est-ce que je peux récupérer ma fenêtre de chat? Parce que ça, pour le coup, c'était vachement pratique. Ouh, je suis en train de me dire que ça nécessite ça va nécessiter beaucoup d'écran cette histoire. Ok, on va faire ça. Hop, on va minimiser ça et j'avais un Firefox qui était plutôt pas mal et on va le mettre là. Voilà. Ok. Bonjour, bienvenue à tous. Voilà. Il y a déjà deux spectateurs. Non, c'est vrai. Coucou. Ok. Donc, on va faire une petite présentation, histoire de vous expliquer un peu qui je suis et pourquoi je suis là. N'hésitez pas à réagir dans le chat parce que effectivement j'expérimente pas mal. Vous l'aurez remarqué, puisque c'est le programme numéro 0. J'ai fait quelques tests d'enregistrement, mais c'est pas encore très très au point, bien évidemment. Et l'idée, c'est que, vous voyez, hein, en plus je suis avec ma caméra de base, avec ce super micro, que j'espère qu'il fonctionne bien. Je vais juste m'amuser un petit peu à voir, parce que j'ai mon retour de l'autre côté, et on va faire ça. J'ai mon retour de l'autre côté. Hop, un petit casque qui va bien, les inconvénients du direct, histoire de voir ce que ça donne. Alors, histoire de voir ce que ça donne. Alors, histoire de voir ce que ça donne. Alors, histoire de voir ce que ça donne. Histoire de voir ce que ça donne. Audio du bureau, ça a l'air de fonctionner. Le micro est bon. Audio du bureau, ça a l'air de fonctionner. Le micro est bon. Audio du bureau, ça a l'air de fonctionner. Le micro est ouais, bon. Audio du bureau, ça a l'air de fonctionner. Le micro est ouais, bon. Audio du bureau. Je vais couper ça parce que ça va être absolument infernal. Hey, salut Benji. Bon bah voilà, c'est fait. Ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire que je vais parler, mais que je ne sais pas en fait qui va vraiment regarder, qui va vraiment interagir. Je pense que c'est un exercice qui est pas forcément évident, mais on va rentrer un petit peu dans le feu du sujet. Alors pourquoi je fais un stream? C'est une bonne question, en fait, à la base. Eh ben, parce que ça suit ça suit bonjour. Ça fait un peu suite à un certain nombre d'échanges que j'ai eus avec différentes personnes, notamment quand je faisais des confs, etc. Alors que oui, l'année dernière, j'ai commencé à faire des confs en public. Et l'une des constatations, en fait, c'était que... Ah tiens, j'ai oublié ça en même temps. L'une des constatations, c'était que ben, il y a un espace au niveau de la tech d'une manière générale et de la tech française en particulier qui ne demande qu'à être rempli. Et à force d'en discuter avec les uns et les autres, je me suis dit, ben, pourquoi j'expérimenterais pas avec ce format-là? Déjà pour comprendre quels sont bah, ce que ça peut apporter en fait aux différentes personnes. Parce que très souvent on m'a dit, ah bah oui, mais il faudrait que tu nous expliques, je sais pas, Git ou Vim, voilà, des sujets qui reviennent régulièrement, ou Rust, hein, on va parler de Rust. Et j'avais jamais vraiment de moyen d'articuler ça correctement dans une conf. Vous voyez, j'ai fait une conf qui s'appelle NeoVim est mon éditeur et Linux est mon IDE. Mais même là, en fait, en faisant des démos et tout pendant le petit ouais, fil de en remplissant un petit peu cet esprit-là, je me suis dit, bon, il faudrait que j'aille un peu plus loin, que je puisse avoir le temps et l'espace de pouvoir détailler un certain nombre de concepts. Et des fois, en fait, c'est souvent accidentellement. Par exemple, je sais qu'un exemple qui revient souvent dans ce que je montre et que je prends le temps de montrer, c'est un Rebase interactif avec Git.
C'est le genre de truc où, bah, quand j'ai pas la situation de le faire, je peux l'expliquer, je peux monter un j'en ai un d'ailleurs, j'ai un repo avec un conflit, comme ça, histoire de voir, avec un rebase ce qui se passe. Mais, mais en même temps, je pense que c'est mieux de se dire, bah, je suis dans un sujet, on va prendre l'exemple d'un Advent of Code ou d'autres idées, hein, je parlerai un petit peu des possibilités par rapport à ça, mais j'aime bien que ce soit dans le jus. Et c'est souvent dans le jus, en fait, qu'on se rend compte de la valeur ajoutée que peuvent avoir nos différents outils. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à expliquer la valeur ajoutée d'un Neovim, notamment à des gens qui utilisent des IDE un peu plus mainstream comme VS Code, etc. Quand je suis pas dans le jus. Et de sortir un petit peu tout ça et de se dire, mais comment j'abstrais ça pour après expliquer l'avantage des Vimmotion, bah, c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué parce que il faut monter un cas, etc. Et je me dis, avec un stream, bah, je peux faire, comme je l'ai vu faire hein, sur des espaces de tech US, cette idée de, bah, je lance un truc, voilà, je suis au milieu d'un projet, d'un morceau de code, d'un article ou un truc comme ça, enfin d'un truc très particulier. Et je dis, ah, voilà, vous voyez, ça, par exemple, c'est quelque chose que les gens vont pas forcément avoir la présence d'esprit d'utiliser ou de se poser la question de est-ce que je peux faire avec un, comment ça s'appelle, avec du Bash, avec des outils Linux qui existent déjà, ou que j'aimerais découvrir d'ailleurs. Non, voilà, l'idée c'est de s'arrêter à un moment donné, de se dire, ok, bon, on va peut-être faire une digression. Donc peut-être qu'en fait ce stream, ce sera le stream des digressions techniques, de se dire, j'essaie d'avoir un fil conducteur, et puis à un moment donné, je vais branch out, parce que, bah, déjà parce que moi, ça m'intéresse de me perfectionner sur différents sujets, de me perfectionner. Je parlais de guide, de Néovim, mais ça peut être d'autres sujets où je me dis, ah, bah, ça par exemple, il y a pas mal de gens, je prends un exemple par exemple très concret, SED et Hawk. La plupart du temps, je vais aller chercher sur Firefox, sur les sites, etc., de l'aide sur Hawk et Sed. Peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être le moment avec le stream de m'obliger à me dire, attends, mais est-ce que j'ai vraiment compris Hawk? Est-ce que j'ai vraiment compris Sed? Et je sais que c'est le genre de choses après que je peux composer dans d'autres skills derrière et de me dire, ok, donc ça, après, c'est acté. Ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de gens, notamment dans la sphère francophone. Là, je parle clairement de la sphère francophone, du fait de, bah oui, il y a un espace et, et dans cet espace de sphère tech francophone, il y a clairement un truc à jouer, de se dire, d'en discuter, de pas forcément prendre pour argent comptant ce qui arrive de la tech US, hein. Tout admirateur je suis de ce que sont capables de faire des podcasteurs, des streamers, etc. sur la tech US. Il y a des choses qu'il faut peut-être qu'on recontextualise par rapport à nos contextes aussi franco-français. Hein, on ne travaille pas tous dans des startups, par exemple. Voilà, ce qui arrive, par contre, plutôt assez souvent, assez facilement côté US. Donc l'idée, ça va être ça aussi, tout simplement de prendre différents sujets, de voir comment on peut évoluer par rapport à ça, et de voir comment on peut en tirer. Et si je peux en plus apprendre des choses, que ce soit sur la technique de streaming en général, et puis bien évidemment des techniques d'IT en particulier, eh ben, ce sera tout bénef. Alors, comment que ça va se passer? Et c'est là que je vais faire mon super alt tab magique pour retourner dans OBS, parce que bien évidemment, je ne connais pas les raccourcis, hein, vous allez me pardonner ça. Voilà, je vais faire ça, comme ça je vois moi avec mon retour quand est-ce que ça se fait. Voilà. Euh, D'ailleurs, la présentation est même. Ah, je voulais voir au niveau du chat. Noise. On verra quand on en sera des dizaines de pages au niveau des commentaires. Mais l'idée, c'est, voilà, je vais la plupart du temps avoir la tête dans un terminal. De temps en temps, on ira sur Firefox pour aller voir des trucs et des machins. Et j'ai réfléchi, en fait, j'ai commencé à réfléchir à un certain nombre de choses. Alors oui, en bas à droite, vous verrez un Show Me the Key. Ça vous permettra de voir, notamment quand je fais du Vim, bah, les différentes touches, etc. J'essaierai d'expliquer de temps en temps, mais à un moment donné, je considérerais que c'est un petit peu acquis si jamais ça ne l'est pas pour vous. Et si jamais ça vous intéresse, bah, je pourrais toujours m'attarder dessus. Et en termes de sujets de streaming, il y a un certain nombre de sujets que j'ai notés. Alors, celui-là, je vais le garder pour la fin, j'en parlerai derrière. Il y a un certain nombre de sujets que j'ai notés, de sujets que je pourrais aborder parce que ça m'intéresse, parce que ça me permet d'avoir un peu une to-do list des sujets que je veux vraiment traiter.
Je vais les parcourir rapidement, comme ça vous verrez de quoi je parle. C'est vraiment absolument sans aucun ordre, à part le dernier qui sera un petit cas particulier. Euh, Teddy, en fait, c'est un agent qui a été écrit en Rust et qui a été forqué par un collègue à moi. Et j'avais donné un coup de main, en fait. Donc, c'est un peu un sujet open source pour moi. Et voilà, donc on ira regarder un petit peu Teddy à un moment donné, notamment le fait de rajouter des métriques. Donc, c'est écrit en Rust. Donc, l'idée de me dire de rajouter de la métrologie dans un projet Rust, un agent web, hein, puisque c'est un client HTTP, enfin, un serveur HTTP, ça m'intéresse énormément, parce que de toute façon, je veux approfondir mon Rust en général et ma programmation système en général, parce que j'espère bien ne pas faire que du Rust, hein. Je vais commencer par ce que je connais, à savoir Rust et TypeScript. Mais bien évidemment, si à un moment donné, je bifurque sur du Zig, peut-être du Go aussi, hein, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y aura rarement du Python, par contre, ou du Java ou des trucs comme ça, hein, pas déconner non plus. Mais l'idée, c'est d'explorer, donc je n'exclus rien. Voilà. Et Zero to Production, donc ça, vous en avez peut-être entendu parler. Bah, vous savez quoi? Voilà. Zero to Production in Rust, c'est ça. Je le montre là. Vite, j'en fais la pub parce que je l'ai acheté. C'est vraiment trop cool. Donc, c'est un gros pavé, ok, qui vous explique en fait tout ce que vous pouvez faire. C'est un grand tutoriel sur le fait d'implémenter un web service et de le passer en prod et de faire tout ça avec Rust, avec toutes les exigences de la production, donc de la métrologie, du logging, etc. C'est visible, c'est absolument extraordinaire, c'est super bien expliqué et ça va jusqu'à la prod. Donc vous créez un compte sur DigitalOcean puisque c'est le cloud provider qu'utilise l'auteur et vous allez jusqu'en prod. Donc j'avais commencé, je suis à un certain point, un tiers de Zero to Prod. Donc là aussi, je n'exclus rien sur le fait de. C'est un peu moins fort ce contrat, mais j'ai l'impression que c'est lié à un seuil de captation. Je ne sais pas si au niveau de ton micro, de l'ES ou du logiciel de streaming. Ah, merci beaucoup. Il y a des baisses de son. Alors, on peut essayer de voir ça. Voilà, digression numéro 1. Je vais essayer de voir ça. Alors, c'est peut-être parce que je ne parle pas assez près du micro ou que le micro est pas assez sensible. C'est le micro que j'utilise pour les podcasts et ça peut effectivement avoir des incidences. Je ne pense pas avoir mis de propriétés de filtre, etc. sur le micro, donc il est fortement probable que ce soit, je regarde au cas où, parce que suppression du bruit, noise gate gain. Vous savez quoi? Je pense que je ne vais pas me prendre la tête et que je vais pas prendre de risques et que quand tu es bien devant le mic, c'est mieux. Bah voilà, j'ai viré tous les filtres et voilà. Salut Zero Skill. Oh Skill. Ouais, j'arrive pas à lire de loin. Voilà. Ya. Ok. Voilà, donc Zero to Prod, donc un autre éventuel sujet à aborder, histoire de continuer un petit peu, hein. Encore une fois, je profite du stream aussi pour avancer sur mes sujets, hein. L'idée c'est de ça aussi. L'Advent of Code, forcément, l'Advent of Rust aussi. Alors je sais que ça fait qu'on a passé déjà le 25 décembre, hein, bien évidemment, et que notamment l'Advent of Code, ça fait peur. Moi, je sais que c'est un. Tu peux bourrer le gain. T'es nettement moins fort que les autres streams, pour info. Ah. Eh ben, je vais essayer de rajouter ça en live. C'est pas forcément très indiqué, mais je vais essayer de voir. Filtre, hop, gain, youp la boum, tac. Et on va gainer du 9 décibels. Why not? Voilà, ça a l'air pas mal. Et puis je vais monter un peu là-dessus. Parce que des fois, il est un petit peu capricieux celui-là. C'est vrai que j'ai tendance à un petit peu être un peu plus devant. Et je sais que voilà, j'ai pas encore de perche et tout. Donc comme j'aimerais vous voir en même temps, je vais essayer de parler un peu plus fort. Ok. Oui, donc j'en étais où? Donc Advent. Donc les Advent of Code, Advent of Rust, éventuellement Advent of TypeScript. C'est vrai que je l'avais pas noté celui-là. On va faire comme ça d'ailleurs. Je vais pas me prendre la tête. Hop, non, qu'est-ce que je fais? DW, et puis on va faire un truc comme ça. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de profiter en fait de ces occasions-là pour se perfectionner, mais aussi pour confronter un petit peu, de voir un petit peu qu'est-ce qui est attendu par les Advent, histoire de discuter, pas forcément des Advent en eux-mêmes, mais
voilà, d'en profiter en tout cas pour aller tirer des câbles. Parce que moi, en l'occurrence, je me sers de l'Advent of Code pour me perfectionner en Rust. C'est la deuxième année que je le fais en Rust. Et je sens bien qu'entre l'Advent of Code 2023 et celui du 2024, j'ai fait d'énormes progrès. Donc ça fait plaisir. Mais, euh, mais, mais c'est toujours une occasion d'apprendre. Et j'apprends encore des choses. Et ça, c'est trop cool. Euh, Ofix, alors Ofix, je ne sais pas si je le ferai tout de suite. Je vais expliquer en deux mots ce que c'est. Alors je ne sais pas si, comme moi, vous utilisez GNU Cache pour faire vos comptes. Si vous ne faites pas, on fera peut-être un stream spécifique pour GNU Cache. C'est super cool, en l'occurrence. Le truc, c'est que ça se base sur de l'importation de données au format OFX. Et il se trouve que ma banque, comme beaucoup de banques, a un site internet absolument déplorable, notamment pour ce qui est l'export des données au format OFX, parce que, de ce que j'ai compris, ne respecte pas le standard. Et quand j'ai importé mes données, c'était un peu tout pourri. Donc j'avais codé un truc, donc là c'est en TypeScript pour le coup, qui s'appelait OFX. Bah vous savez quoi, hein, là je vais en profiter. Elle est où là? On va faire un CTRL-N. Voilà, on va faire un truc comme ça, voilà, puis je grossirai derrière, c'est pas grave. On va aller voir mon GitHub, qui doit pas être bien loin. Ouais. Je suis feignant, je sais que j'ai un raccourci, mais voilà. Tac, tac, tac. Je vais zoomer un petit peu. Hop, repository. Et on va aller voir Ofix. Il est où? Donc oui, j'ai beaucoup de repos. J'aurais pu chercher. Voilà, donc Ofix, en fait, c'est un truc qui me permet de reformater le champ FITID, FITID, donc ça doit être Financial Transaction ID ou un truc comme ça. Et grosso modo, en fait, il récupère un FITID qui est complètement pourri, incrémenté et surtout recalculé par la banque à chaque fois, donc super pour un truc qui est censé être unique, et qui en fait en fait un truc qui est déterministe. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, donc ça c'est un truc que j'avais fait, qui fonctionnait bien, qui a un bug actuellement, donc ça c'est assez intéressant, comme quoi, parce qu'avant en fait il exportait toutes les cartes bleues en même temps et maintenant j'exporte qu'une carte bleue, mais mon code attend une liste et voilà, donc j'ai un objet, enfin bref ça explose, le truc classique vous voyez, vous-même vous savez, donc voilà, Ofix, éventuellement le réécrire en Rust, mais encore une fois je m'exclus rien, peut-être que ça sera l'occasion de faire du TypeScript tout bêtement. Voilà, donc un passage par la config NeoVim parce que tout NeoVimmer va aller tripatouiller sa config et c'est vrai que moi je suis un spécialiste d'avoir rajouté tout un tas de bêtises dans ma config et je suis plus au stade d'en enlever maintenant et de revenir de plus en plus sur du Vim basique. J'aurai beaucoup l'occasion d'en reparler, donc je passe. Tmux, ça vous l'aurez probablement regardé à mon layout. Si vous ne connaissez pas Tmux, ça sera l'occasion de découvrir. Git, j'en ai parlé bien évidemment. Le Tiled Window Manager, donc ça c'est bien évidemment un sujet qui m'intéresse parce que j'utilise un clavier split, bon je reviendrai là-dessus, je ne vais pas non plus raconter ma vie, mais j'utilise beaucoup mon clavier, c'est aussi pour ça que j'utilise Vim. Typiquement dans Firefox j'utilise beaucoup Tridactyle pour me balader, etc. Voilà, donc j'utilise beaucoup Tridactyle pour surfer, parce que je pense que c'est important aussi, même si on est valide et qu'on a l'usage de nos doigts, de faire attention à nos doigts, nos poignets, etc. Et aussi de se mettre un peu à la place des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de manipuler l'engin du démon, même si j'ai une souris Argo, et de voir aussi comment des fois les sites ils sont un petit peu codés avec les fesses, notamment en termes de front. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, et je vois des choses avec Tridactyle. Voilà. Monter mon blog, parce que je me rends compte que je me disperse beaucoup entre des posts sur LinkedIn, des trucs que je raconte sur Twitter, et puis en fait, j'ai pas d'espace, vraiment. Donc là, il y a pas mal de choses à faire, notamment le fait que j'ai un ancien serveur qui est là, un ancien... Mais non, il n'y a pas besoin de barbe pour NeoVim. Ah non, ça je suis pas d'accord. Vous pouvez commencer day one en utilisant juste les flèches. On en reparlera de ça. Il faut que je m'arrase. C'est une excellente marque. Et donc oui, monter mon blog sur un serveur perso ou sur un VPS, ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'il y a tout un tas de choses à faire. Je sais que d'autres, voilà. Je sais que d'autres ont déjà passé pas mal de temps sur leur blog à monter, etc. Je pense que c'est un très très bon sujet de stream parce que ça touche à énormément de choses, un peu comme Zero to Prod justement. Là aussi, il y a pas mal de choses à faire et ça m'intéresse énormément. Déjà pour moi, en fait, de monter mon propre blog, d'avoir quelque chose qui soit, encore une fois, adapté à ce que je veux faire. Parce que je veux pas de choses qui soient préfaites, etc. Même si j'essaierai de réutiliser. On ne va pas réinventer la roue surtout. Mais voilà.
Boursinator, ça c'est un truc un peu troll interne de côté Whiskel, d'un truc qui permet de générer automatiquement des messages sous la forme d'emoji et tout. Ça, je reviendrai dessus, c'est un peu, je vais garder ça dans la section un peu troll, etc. Fedica, alors c'est pas forcément refaire Fedica en OSS, je vais vous expliquer ce que c'est que Fedica, mais il y a des choses que je voudrais pouvoir effectivement commencer à faire d'un point de vue un peu plus méta. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que Fedica, comme ça on va rentrer oui, non, ça c'est quand j'ouvre une page, c'est pas très grave. Fedica, en fait, c'est un super outil pour gérer ses réseaux sociaux, etc. Ça permet de poster notamment sur plusieurs réseaux sociaux. Je vais zoomer un peu. Ça permet de poster sur plusieurs réseaux sociaux. Donc là, par exemple, j'ai Twitter, parce que je refuse de l'appeler X. J'ai Blue Sky, j'ai un compte Mastodon, j'ai aussi un compte LinkedIn, et suivant les contenus, etc. Enfin voilà, ça permet de faire des trucs bien, ça permet de faire des threads, ça permet d'avoir un calendrier, etc. De savoir quand est-ce qu'on a posté quoi. C'est cool en fait. Je regarderai pour prendre éventuellement une version payante, c'est assez intéressant. Mais il y a des choses que je voudrais pouvoir faire justement à cause de... Ouais, lui est un peu daté, je suis assez d'accord. Mais bon, j'utilise NeoVim, donc en termes d'UI daté... hein. Mais pour le coup, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et oui, je voulais en revenir. Donc par exemple, si je monte mon blog, je voudrais pouvoir, si jamais je... oui, je suis en free tier. Oui, il y a un free tier, là je suis sur le free tier de base. Et l'idée derrière, c'est de dire que si jamais je poste un article sur mon blog, que je puisse directement, quand je le poste sur mon blog, me dire, bah ça c'est un truc, je veux pouvoir auto-générer ou pré-générer en tout cas un thread pour Twitter, ou d'avoir directement le partage correct pour Twitter. Bon, ça se fait déjà, mais que je puisse gérer sur les différents réseaux sociaux. Enfin voilà, reproduire un petit peu cette notion de lien entre les réseaux, parce que voilà, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que j'en ai parlé par définition. J'en ai parlé sur LinkedIn, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cet aspect-là aussi de la gestion des cercles sociaux que je pense qu'on fait pas dans la Tech FR, ou du moins pas assez, ou du moins pas comme le font d'autres comptes. Alors, je connais surtout des comptes américains, il y a aussi des comptes anglais que je suis, et je me dis qu'on a largement à y gagner à s'approprier ce genre d'outils ou à des API qui peuvent correspondre pour justement essayer de maximiser un petit peu ou améliorer l'efficacité de notre couverture sociale. Donc ouais, il y a des trucs à faire là-dessus, quoi. Voilà. Donc on verra pour ça. Donc Fedica en OSS, je mets ça avec des gros guillemets, quoi. L'idée c'est de ça. Et puis après, bah oui, il y a les sujets un peu trolls. Donc Boursinator, c'est une espèce de truc pour aller troller ses potes sur Slack en allant générer des messages avec des emojis qui font des lettres funky, etc. Donc ils avaient fait ça en Bash, et je me suis dit ça peut être intéressant de le faire en Rust. À voir. Et oui, voilà, faire un bridge entre blogs, effectivement, bridge, c'est une très bonne illustration de ce que je voulais dire. Et le dernier sujet, bon ça je ferai ça peut-être des streams le samedi, puisque je fais déjà mardi et jeudi, et je me dis je garderai peut-être ça pour des streams dédiés. C'est le Rishi Mahjong, donc si vous connaissez pas, c'est un jeu de société qui se joue avec les tuiles de Mahjong, donc comme les tuiles de solitaire quand vous avez entendu parler de solitaire Mahjong. Mais là c'est un vrai jeu à 1v1, V1, V1, donc chacun pour soi, et l'idée c'est de faire des mains un peu comme au poker, mais bon voilà, il y a plein de choses par rapport à ça, donc je ferai peut-être des streams spéciaux là-dessus, parce que j'aime beaucoup le Mahjong, je regarde, je pense, au moins une vidéo par jour sur le Mahjong, ce qui est probablement déraisonnable, mais je suis déraisonnable. Et je ferai peut-être un stream, ouais, des streams spéciaux là-dessus, histoire de se détendre un peu quand j'aurai du temps. Et voilà. Donc ça couvre un petit peu l'ensemble des choses voilà, auxquelles je pense. J'ajouterai peut-être des sujets, j'en enlèverai peut-être, mais l'idée c'est de faire ça dans la bonne humeur. Donc voilà. Ça fait déjà un peu de temps que je cause. Tiens, je vais boire un coup. Je sais pas comment ils font les gens qui arrivent à parler 1h30 sans boire. Moi, je sais pas comment faire. Prenez soin de vous, hydratez-vous, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être commencer par un truc sur lequel je suis assez à l'aise. On va regarder l'Advent of Code du jour où j'en suis resté. Alors on va parler un peu d'Advent of Code, et comme ça je vais parler un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors oui, je suis très joli, mais c'est pas ça l'idée. Advent of Code. Je vais le montrer là, et puis après on ira regarder un peu le code. Alors, Advent of Code, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en 2023, là je le fais en 2024. Je n'écarte pas du tout l'idée de revenir en arrière. Après, je ne sais pas si je veux forcément tous les faire en Rust. Pour l'instant, j'avance un petit peu, et ça m'occupe déjà pas mal.
Ok. Donc, j'en suis à la 12e journée, j'en ai fini 11, donc vous voyez que je suis à peine à la moitié. Je rentre pas du tout en fait dans la logique du calendrier de l'Avent en fait, qui est tout bêtement de, voilà, de traiter chaque jour un des problèmes. J'ai pas le temps en fait entre le boulot, la famille, etc. Autant les premiers j'étais capable de maintenir un petit peu, mais relativement rapidement de toute façon c'est ah voilà, et puis c'est pas pour que ça devienne une frustration ou quoi que ce soit. Donc là, je me suis dit, cette année, autant l'année dernière, je découvrais Rust, donc l'idée c'était de passer du temps à découvrir Rust, d'atteindre la solution, même si des fois il y avait du brute force, même si des fois ça prenait du temps, même si des fois c'était un peu cracra, ou un truc comme ça. Là, cette année, je me suis fixé comme objectif, c'est pour ça aussi que je prends aussi mon temps, je me suis fixé mon objectif d'essayer de le faire sans brute forcing, c'est-à-dire d'être en dessous d'une seconde à chaque fois d'une seconde d'exécution pour obtenir le résultat. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, et ça va peut-être vous étonner, mais je reviendrai peut-être sur le fonctionnement de l'Advent of Code pour vous le détailler, c'est aussi de réussir du premier coup. Réussir du premier coup, c'est-à-dire qu'au partir du moment où je vais sur le site et je donne la solution que j'ai calculée, ça marche. Je gagne mon étoile et je peux progresser. Et j'ai pas besoin de me dire ah ben, je suis trop haut, je suis trop bas, etc. Jusqu'à maintenant, parce que bah, forcément je ne peux pas le savoir avant d'avoir testé, mais jusqu'à maintenant, donc il y a 2 étoiles par jour, donc sur les 22 étoiles de l'Advent of Code 2024, il y en a juste une où j'ai pas réussi du premier coup, ça a été du second, parce qu'il y avait un bug en fait dans mon code, et qui n'était pas montré par les tests intermédiaires. Donc ça, vraiment très grosse fierté pour l'instant, d'arriver à faire ça. Et voilà, donc je vais juste parler de l'Advent of Code 2 secondes. Oui, alors, ça c'est le kanji. Qui, oui, c'est ça, c'est Kimalu. Kulu, et donc Kimas. Ça, c'est un truc que je me suis mis en fait en termes de nouvelle page, que j'apprends le japonais. Ça marche comment la validation? T'envoies ton exécutable. Pour l'Advent of Code? Non, pas du tout. Pour l'Advent of Code, alors on va prendre un exemple tout simple, à savoir le jour numéro 12. Comme ça, vous allez voir. Et puis je reviendrai sur le jour 11 pour voir. Donc en fait, l'Advent of Code, ça se passe comment? Donc il y a 25 jours. Donc on commence par le jour 1, le 1er décembre, et puis ça va jusqu'au 25 décembre. Et en fait, chaque jour, il y a un problème, donc on va rentrer dans le détail après de savoir qui, que, quoi, de comment, avec une description, voilà. Grosso modo, en fait, il y a un problème chaque jour qui consiste à se rapprocher du fait de sauver Noël. La thématique est toujours autour de Noël, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Donc il y a un problème, grosso modo, et il y a tout un tas d'explications par rapport à ce problème. Et ensuite, il y a une question qui dit, là en l'occurrence, what is the total price of fencing all regions of your map? Donc j'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. On a un puzzle input, donc ça c'est un fichier qu'on peut récupérer, qui est propre à chacun, donc il demande bien à ce qu'on ne le partage pas, etc. Donc là je vous le montre rapidement, histoire de vous montrer ce que c'est. Donc là c'est un fichier, alors je zoome, hein, c'est des lettres, en l'occurrence, a priori là c'est des lettres, ça doit être une carte ou je sais pas quoi, en fait ça a l'air d'être un... J'en sais rien pour le coup. Et en fait, ça, c'est mon input à moi, Stéphane Trebel, parce que je suis logué sur le site. Et donc, c'est un input qui a été généré par l'Advent of Code. Et à partir de cet input, je vais devoir appliquer l'algorithme de mon choix dans la langue de mon choix pour répondre à cette question. J'ai 2 garanties. Et ça, il y a une conf extraordinaire. Si vous voulez, je vous la partagerai, la conf du mec qui est derrière Advent of Code. J'ai 2 garanties. Il y a une et une seule solution au problème. Ok. Et cette solution, ça va être, en l'occurrence, à chaque fois systématiquement un integer. Un integer qu'on va rentrer là, dans la boîte answer, et après qu'on peut soumettre. Et l'autre garantie, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que c'est unique. C'est-à-dire que ma réponse, il y a de très fortes chances, vu les probabilités, vous avez vu la tronche du fichier, etc. Donc vous imaginez qu'à chaque fois ça a été généré aléatoirement, enfin avec un pseudo random, un pseudo RNG, et ma réponse est unique. Donc je ne peux pas tricher et d'aller sur un forum et puis de dire ah ben la réponse 1, 2, 3, 4, je rentre 1, 2, 3, 4, j'ai gagné. Non. Le jeu de données m'est propre, donc la réponse m'est propre. Chaque problème est personnalisé. Ah ouais, bien sûr, chaque problème est personnalisé. Et ça, c'est un boulot de dingo. Quand vous voyez la conf du mec qui l'a fait, il faudrait que je vous la partage, mais c'est absolument dingo. Parce que on peut pas tricher. En fait, on peut tricher avec l'algo. Je peux récupérer le code en Python, en Rust, de n'importe qui, l'appliquer à mon input, ça va me cracher l'output et j'aurai gagné. Mais bien évidemment, mais c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est que j'arrive moi-même à la solution. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Donc il y a ça. Et en fait,
c'est là où il y a le petit twist qui est intéressant avec l'Advent of Code, c'est que chaque jour est en deux parties. Il y a une partie 1 avec donc, voilà, vous voyez toute cette partie algorithmique où il y a 5 regions, il y a des X regions, il faut multiplying à un moment donné. J'ai absolument pas lu le jour 12, donc vous imaginez bien que j'y bite rien. Le jour 11, ça sera le cas. Et voilà. Et donc il y a plusieurs exemples pour vous expliquer qu'est-ce qu'on attend en fait par rapport au jeu de données mouse costaud. Qu'est-ce qu'on attend? Donc on a un plus petit jeu de données, et sur ce plus petit jeu de données, on va avoir de dire, bah, ok, sur ce plus petit jeu de données, on va t'expliquer les conséquences, donc c'est censé être calculé comme ça, de récupérer comme ça, et donc à la fin, a priori, on calcule un total price de 1930. Et donc nous, la question, c'est de dire comment on peut reproduire les mêmes règles de calcul sur ce jeu de données minime, enfin en tout cas plus petit, et après, comment on l'applique à le jeu de données mouse costaud. Ok? Une fois qu'on a validé et qu'on a la bonne réponse, à partir de ça, il y a un petit twist quand même, parce que je vous ai dit qu'il y a 2 étoiles par jour. Et en fait, ce qui se passe, donc là on va revenir sur le jour 11 que j'ai résolu, mais on peut prendre le 1, mais je vais prendre le jour 11 en l'occurrence, parce qu'il va être très intéressant celui-là. Donc le jour 11, pareil, on a un algorithme, machin, etc. On a un jeu de données, donc là je vous le montre rapidement. Là le jeu de données, vous voyez, il est extrêmement petit sur le jour 11. Donc comme quoi, ça dépend vraiment. Chaque problème est différent, est unique, et va adresser un sujet particulier justement de l'algorithmique. Et donc vous avez fait vos jours 11, etc. Et là, il vous dit, OK, maintenant il y a la partie 2. Et la partie 2, en fait, elle reflète quelque chose qu'on rencontre dans notre métier, à savoir ce moment où vous avez développé quelque chose pour un client qui vous a donné des specs, des machins, vous avez fait votre grooming, planning, prout, etc. Et là, il y a votre client qui arrive 2 jours avant la fin du sprint, et qui vous dit « Ah ouais, mais en fait... » Voilà, vous connaissez cette phrase-là. « Ah oui, mais en fait... non, en fait, il y a un truc à changer. » Et c'est ça, la deuxième étoile. La deuxième étoile, c'est un twist sur la première partie qui va vous complexifier. C'est d'une manière générale, ça va complexifier fortement. Et ça va même peut-être remettre en question la totalité de ce que vous avez fait. Et le jour 11 en est l'illustration. Alors désolé, ça va être un mini spoil par rapport à ça, mais c'est pour vous donner vraiment le truc. Tant pis, vous aviez qu'à le faire, l'Advent of Code. Mais comme ça vous convaincra peut-être pour 2025. Grosso modo, day 11, day 11, j'ai fait tout un algorithme pour calculer tout ce qui machin, et j'ai donné une réponse. OK. Et la question c'était, combien y aura-t-il de pierres? Je vous passe les détails de l'algo. Combien y aura-t-il de pierres après qu'on ait cligné des yeux 25 fois? Et j'ai dit, par rapport à mon jeu de données, il y aura 212 655. Et c'est exactement ça. Donc vous voyez, mon jeu de données, j'étais parti de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pierres, et à cause de l'algorithme et des règles de l'algorithme, je suis arrivé à, boum, 212 655. Part 2, la part 2, elle est toute simple. Combien y aura-t-il de pierres après avoir cligné des yeux 75 fois au lieu de 25? Donc vous imaginez bien qu'on est passé de 8 à 212 655 au bout de 25 clins d'œil. Donc à partir du moment où on doit cligner 50 autres fois après, le nombre de pierres devient gargantuesque. Et donc le temps d'exécution exponentiel, et donc lui aussi devient gargantuesque. Et donc, bon, on voit la réponse que j'ai donnée, vous voyez le nombre que c'est par rapport à 212 655, l'implémentation que j'avais à la base, qui était extrêmement naïve, et qui tournait pour le coup en moins d'une seconde, je crois que c'était en 300 millisecondes, un truc comme ça, en Rust en plus, même pas en TypeScript ou en ce que vous voulez, non, en Rust, donc censé être le truc, voilà, performant, compilation, machin, gna gna. Ça a explosé dans les grandes largeurs. Ça ne dépassait pas, de mémoire, j'avais fait un debug à un moment donné, à chaque clin d'œil, à chaque blink, j'avais fait un snapshot, et je crois que ça a commencé à sérieusement ramer à partir de la 30e ou de la 32e. Et il fallait aller jusqu'à 75. C'est là que je me suis dit, ok, mon algorithme, c'est de la merde. Ou du moins, il était pertinent jusqu'à 25, mais il est plus du tout pertinent passé 25. Et donc, j'ai mis peut-être, il faudrait que je regarde les temps, je ne me suis pas chronométré, ce sera peut-être intéressant de le faire, mais grosso modo, j'ai dû mettre 2 heures à faire la part 1, et j'ai mis 2 jours à faire la part 2.
Bon, après, j'avais des obligations familiales, c'était voilà, c'était les fêtes, etc. Mais même, j'ai réfléchi au sujet, enfin, j'ai écrit, j'ai fait des diagrammes, j'ai regardé, parce que mon implémentation naturelle qui était d'utiliser une liste et puis de populer cette liste avec les pierres, bah non, ça marche pas au bout d'un moment quand vous arrivez à ce lit-là. Donc, je vous donne pas la réponse, je vous montre juste en fait l'intérêt que ça représente. Et surtout, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, cet aspect de l'Advent of Code qui est, ah ouais, tu peux essayer d'être malin et de prévoir autant que tu veux les data structures en amont. Le twist, que tu ne connais pas tant que tu n'as pas soumis à la partie 1, le twist va probablement envoyer valdinguer tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et ça c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est ça qui m'a passionné sur l'Advent of Code. Et j'ai laissé de côté les autres Advent of quelque chose, du moins cette année. Parce que vraiment, ça, c'était bluffant. Et le fait d'avoir un petit peu de bagage en Rust, vraiment un petit peu, je me considère toujours comme débutant, bah, ça m'a permis justement de me dire comment je peux pousser ma compréhension de Rust dans ces retranchements pour arriver à optimiser dans les contraintes de Rust. Hein. Quand vous faites latter les dents par le borrow checker tous les 2 jours, vous apprenez hein, d'une manière ou d'une autre. Et surtout que moi qui viens de TypeScript, JavaScript, des langages dynamiques, donc oui, là on prend cher. Mais comment on peut aller jusque-là? Et ça, c'est absolument passionnant. Donc, voilà, je vous ai un peu, pas forcément spoil, mais des amateurs. Le truc, c'est que c'est pas forcément le même sujet. Si je prends l'Advent of Rust, euh, ouais, ouais, non, bien évidemment, hein, c'est forcément débattable. Mais si on prend l'Advent of Rust, euh, oui, l'Advent of Rust, je pense que je vais le retrouver facilement. Je sais plus, oui, c'était ça, Rustfinity. Donc j'ai pas continué. L'avantage de l'Advent of Rust, enfin la grosse force, je trouve, de l'Advent of Rust, et qui est super intéressant, c'est le fait de se dire, on a l'explication de ce qui est attendu sur un certain nombre de problèmes. Donc là, c'est spécifique à Rust, mais on s'en fout, c'est valable sur d'autres sujets. Mais on est guidé sur le fait d'apprendre un langage. Le gros intérêt de l'Advent of Code, c'est que vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien commencer avec du TypeScript et puis à un moment donné dire ah ben non, Osef, là je passe assez. J'ai vu des gens qui faisaient l'Advent of Code, et ça je trouve ça extraordinaire, qu'ils le font à la main, en pen and paper. Donc ils s'amusent à prendre un carnet et de le faire. Il y en a qui le font en Excel. Donc ça aussi c'est très intéressant. Est-ce que jusqu'où vous pouvez aller avec Excel? Et c'est absolument dingo en fait les contraintes que les gens ils peuvent se mettre. Le fait que ce soit extrêmement ouvert et qu'on ne parle que d'algorithmique, donc après bien évidemment on rentre dans des sujets de HMAP, de set, enfin voilà, des concepts d'algorithmique d'une manière générale, de complexité algorithmique, de se dire, ah bah oui, là, en termes d'empreinte mémoire, je suis en train de partir en drift. Mais c'est pas grave. À un moment donné, vous prenez le truc comme vous voulez, et c'est plutôt cool. Et après, je pense que si en plus vous dites, bah, j'ai pas forcément envie d'y passer et pas forcément de vous mettre là mal, hein. Je veux dire, moi, les premiers jours, en fait, le jour 1, on va prendre le jour 1. Le jour 1, c'est vraiment très bête. Hein. Donc là, en plus, il vous explique les règles, etc. Donc ce que je vous ai expliqué bien mal. Euh, nanana, alors c'était quoi cette histoire? Oui, voilà, donc vous avez une liste de, avec deux nombres, et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il faut les retrier, de les retrier chacune de l'ordre du plus petit au plus grand, et après de compter le nombre d'occurrences, etc. Donc vraiment un truc, quand vous avez déjà fait de la manipulation de liste, c'est trivial. Je crois que je l'ai fait en une demi-heure ou une heure, ce truc-là. Et encore, je pense que je devais être en réunion à ce moment-là, donc c'est vraiment le genre de truc, il y a rien de vraiment méchant. Et puis après, vous arrivez à la part 2, et en fait, il y a un léger twist. Les premiers jours de l'Advent of Code, ils sont simples, c'est pour vous mettre en jambe, l'idée, c'est pas de se faire mal dès le début. Quand on arrive à la 10e, 11e journée, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est là que vous commencez à tanker. Okay, et voilà, donc l'idée, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. On peut faire l'exemple hein, on peut commencer d'ailleurs, oui, avec l'Advent of Code du day 12. Et voilà. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qui vous intéresse. Il y a des gens qui ont commencé, qui s'amusent à faire les part 1 en Python et qui font la part 2 en... J'en ai vu qui font en assembleur, par exemple. Ça, c'est complètement bluffant. Il y a un subreddit entier. Il faudrait que je retrouve ça. Reddit Advent of Code. Je pense que je peux le faire comme ça.
Bon, je retrouverai, je sais plus où c'est. Ouais, si, non, c'est pas grave, je retrouverai, c'est pas grave. Mais voilà, il y a un subreddit où ils se partagent les différentes solutions. Ça, c'est super cool. Il y a toujours un subreddit, ouais, c'est un peu vrai. Il y a un peu vrai. Et pour le coup, c'est marrant. Puis en plus, vous retrouvez des mèmes, etc. Donc là aussi, il y a aussi un côté communauté qui est toujours très intéressant parce que l'Advent of Code est quand même très suivi. Il me semble, si je... Ouais, je pense que si je me rappelle de la conf je me rappelle plus de son nom, ça doit être marqué, de celui qui a fait l'Advent of Code, je pense qu'il s'était monté... Enfin, il monte facilement à 1 million par jour, en fait, de visites sur le site. Alors, c'est pas tout le monde qui va avoir les 2 étoiles, etc. Ça, c'est des ensembles assez finis. Et je me demande si on n'a pas ça au niveau des leaderboards ou un truc comme ça. S'il y avait un... Non, il y avait personal time. Non, ça, c'est mes temps personnels. Il y avait un truc par rapport à ça. Stats, ça doit être ça. Voilà. Nanana. Chaque étoile représente 6498 utilisateurs. Donc vous voyez que sur le jour 1, on a tout ça fois 6498. Et donc là, vous voyez, en plus c'est bien parce que c'est terminé. Donc moi j'en suis, je ne l'ai pas encore, c'est là, donc on va s'arrêter là. Donc voilà, donc vous voyez en fait la progression. D'ailleurs c'est assez, ouais, c'est assez clair en fait. On voit bien que passer le 11-12e jour, ouais, arrivé au 10e, c'est là que ça commence à sérieusement se tasser. Soit parce que les gens ils abandonnent, parce qu'effectivement c'est un investissement hein, de se dire qu'il y a N jours à traiter, soit ils continuent parce qu'ils sont un peu masochistes, hein, mais il faut pas se leurrer. Mais il y a vraiment énormément de monde. Après, très honnêtement, hein, moi je fais pas ça pour la gloire ou quoi que ce soit. L'idée c'est de le finir. Si vous regardez les leaderboards, c'est complètement délirant. Si vous regardez les leaderboards par jour, en fait, regardez, je prends le 25e jour, donc le dernier jour, hein, pas censé être le plus compliqué, etc. Le top 1 l'a fait en 56 secondes. Les deux parties, hein. Donc c'est des gens qui sont des professionnels de l'algorithmique, qui ont même pas le temps de scanner la page que bim bam boum, ils ont déjà l'idée. C'est extrêmement... Enfin voilà, c'est très très compétitif. C'est même pas l'idée d'essayer de ça. Je pense que tous les jours, il doit y avoir... 14 minutes quand même. Ah donc le 25e doit être très simple. 18 minutes sur le 24. Oui, donc ça doit être plus sur les autres jours. Oui, voilà, par exemple, le jour 8... 1 minute 10. Celui que je vous ai montré, là, le tout premier, il a été fait en 9 secondes. Donc, je ne sais même pas comment c'est possible. Il faut plus de 9 secondes pour lire l'énoncé. Donc c'est des professionnels. Ouais, il y a de ça. Il y a aussi le sujet que... Alors après, c'est un petit peu avec un code d'honneur, mais il y a l'IA maintenant. Et alors, il y a un code d'honneur qui dit n'essayez pas de battre le meilleur temps en utilisant l'IA. Bon, bien évidemment, c'est un code d'honneur, donc comme tous les codes d'honneur, ils ne sont pas respectés. Mais même avec de l'IA, en fait, même avec de l'IA, en se disant, je fais un curl et je récupère le texte et je balance ça dans un truc d'IA, l'IA, il faut qu'elle compute, en fait. En 9 secondes, d'arriver à ce que l'IA renvoie la part 1, qu'on la soumette, qu'on la remette à la part 2, donc il doit y avoir de l'optimisation derrière. De toute façon, c'est pas humainement possible. Donc j'en reste... Hein, j'en reste à mes 22 étoiles actuelles et à me dire que je suis déjà bien content. Voilà, c'est ça, Personal Times. Je suis déjà bien content d'avoir... ah bah si, il y a quand même quelques jours où j'ai fait dans la journée. Voilà, et sinon à chaque fois, c'est plus de 24 heures et c'est pas grave. Voilà, Day 11, quand je l'ai fini, la part 2, j'étais 57 millième. Et c'est pas grave, parce que j'en ai rien à cirer de toute façon. L'idée, c'est pas le classement, l'idée, c'est de vraiment, moi, comment je progresse par rapport à tout ça. Et comment que je fais? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de code jusqu'à maintenant. Donc, on va aller dans Advent of Code. Donc ça, par exemple, c'est un alias, mon Go Advent of Code. Ah, on va faire un petit peu de lore. J'ai un bashrc.d qui est assez fourni. Donc bashrc.d, c'est l'endroit où vous pouvez mettre des fichiers .bashrc. Et ces fichiers .bashrc, vous allez les sourcer tout bêtement dans votre bashrc, hein, côté Linux. Je dois avoir ma boucle qui est...
Ah là, il est là. Voilà, cette boucle-là. Donc pour tous les fichiers bashrc qui sont dans mon bashrc.d, c'est une convention, hein, c'est moi qui ai décidé de ça, mais enfin, moi je me suis inspiré d'autres, hein, bien évidemment. Je vais aller sourcer. Oui, l'Advent of Code, c'est des faux problèmes. Ah, après, des fois, on en retrouve dans la réalité, mais je vais sourcer le fichier. Et donc, dans les bashrc.d, j'ai un certain nombre de... Bon, déjà, je fais un LL, ça sera plus simple. J'ai un certain nombre de fichiers. On va faire un CTRL-Z. Donc voilà, j'ai tout ça dans mon bashrc.d. Donc c'est un ensemble de bashrc dans lequel je vais avoir de la composition. Donc il y en a certains qui me donnent des alias pour kubectl, il y en a d'autres qui me donnent des alias pour npm, et il y en a d'autres qui me servent à faire mon guide prompt, etc. Celui qui va nous intéresser, il me semble que c'est alors hop .bashrc.d et je vais chercher quoi là-dedans? Alias? Non. Comment il s'appelle? Bah, il s'appelle Go quelque chose, puisque je les invoque tous avec Go quelque chose. Ok. Et ben c'est pas grave, je sais plus ce que je voulais faire alors. Comment que ça s'appelle? Ah, je le fais peut-être en live. Comment je fais? Alors je vais revenir là-dessus parce que sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. C'est en gros, ouais, je vais faire ça comme ça. Vi aliasis.bashrc. En gros, en fait, ce que je fais, c'est que je génère des alias pour mes... Voilà, c'est ça que je dois chercher. rg tac dans hop.bashrc.d. C'est pas dans mes bashrc.d. Ah, j'ai peut-être des liens symboliques après derrière. Ok, bon, je le retrouverai, c'est pas très grave. Et en fait, j'ai une fonction qui va me permettre de générer des alias dynamiquement sur la base de tout ce que j'ai là-dedans. Donc, il faudra que je retrouve. Mais donc, j'ai dans tous mes dossiers, j'ai un alias, .bashrc qui va me permettre justement de générer. Donc là, si je fais un go Rust template, voilà, je vais avoir ça. Si je fais un go Teddy, eh ben, ça va marcher. Je vais pouvoir aller dans Teddy, etc., etc. Donc, c'est super pratique. Donc là, je suis n'importe où, en fait, dans mon file system. Je fais go Advent of Code et j'arrive dans mon repo Advent of Code. Ça, c'est super pratique. Je le fais aussi, notamment, quand j'ai des dossiers clients, etc. Ça, c'est vachement cool. Alors, Advent of Code, donc LL 2024. Donc j'ai un day 11. Ah bah oui, j'ai créé le day 12. J'étais un petit peu en avance de phase. Donc on va aller dans le day... Oui, pardon, c'est 2024. Forcément, tout le monde me regarde, donc je fais n'importe quoi. Donc part 1. Donc oui, moi je fais les deux parties et je commit chacune des deux parties. Comme ça, si je pète tout dans la partie 2, au moins j'ai la trace de ce que j'avais dans la partie 1. Voilà, donc dans la partie 1. Je vais retourner sur le site parce qu'il ne me semble pas que j'ai récupéré l'asset input. Enregistrer la cible du lien sous. Oui, donc ça va être dans day 12. 7. Il s'appelle toujours input, donc il va le remplacer. Voilà, voilà. Donc, bien méchant. Donc là, si je fais un 4, asset input, voilà, je retrouve mes trucs qui sont assez violents. Voilà. Et j'ai que la partie 1. Ok. Bon, on va rentrer dans le sujet. src main.rs. Alors, je ne vais pas forcément vous apprendre Rust, etc. Je vais le faire au fur et à mesure quand j'aurai des choses à dire. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez m'arrêter sur un truc, bien évidemment, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on apprenne tous ensemble. Donc ça, en fait, c'est le code que j'avais de la partie 1 du day 11, du day qui était précédent, parce que je suis feignant, en fait. Hein. Comme tout le monde, je copie le code et après, je le mets à jour. Et on va aller regarder un peu dans le détail de quoi il s'agit. Et comme ça, on va le faire ensemble et ça me permettra de continuer à gloser un petit peu. Alors, Day 12, Garden Groups. We not search for the chief near the gardener and his massive farm. Alors là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des liens, et en fait, ça fait référence, donc vous le voyez peut-être pas, là, avec le... Oui, c'est peut-être écrit un peu petit. En fait, ça fait référence à d'anciens problèmes. Là, par exemple, ça fait référence à un Day 2023, le Day 21, le Day 21 de 2023. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'en plus, ça construit un petit peu du lore, année après année, autour de l'Advent of Code. Bon, moi, pour l'instant, j'en suis qu'à 2 ans, donc ça me parle pas trop. Donc j'étais content quand il y avait une référence au 2023, mais voilà. You're about to settle a complex arrangement of garden plots. Ça y est, on commence à rentrer dans le détail. When some elves ask if you can lend a hand. Ok. Hop.
They would like to set up fences around each region of garden plot. Donc déjà, on va avoir une map, et sur cette map, il va falloir qu'on mette des palissades, des fences. Donc il va falloir qu'on délimite des régions. Je vois region of garden plot. Donc c'est-à-dire que ce que j'avais... je l'avais pas. Ah oui, parce que j'ai fait... Bon, c'est pas grave. Ce que j'avais en termes de gros input avec toutes mes lettres là, c'est une carte. Et sur cette carte, il va falloir dessiner des régions. Absolument aucune idée de comment je vais faire ça pour l'instant. Mais je vois déjà le sujet derrière. Là, on est sur un sujet de topographie. Et ça me permet de... Je vais vous la partager, hein. Je ferai un truc en particulier. Mais vous savez quoi? Je pense que si je fais juste... oui, on a vu que c'était équivalent. Si je fais YouTube et que je dis Advent of Code Behind the Scene, je crois, je pense que je vais la retrouver. Eric Westel. Voilà, c'est cette keynote-là. Ça, il faut le voir. Il faut l'avoir. Ce qui est intéressant avec... non, je ne veux pas des pubs. Ce qui est intéressant avec cette conf-là, c'est que... Je ne vais pas forcément mettre le son parce que... voilà. Mais voilà, donc il explique tout un tas de trucs, etc. Donc justement, comment il fait ses puzzles, etc. Et surtout, l'idée... Alors, je ne vais peut-être pas revenir sur l'idée. Est-ce que... non, je sais plus. Il en parle peut-être après, mais ça, c'est pas très très intéressant. Bon, bref, en tout cas, je mettrai le lien, ça, c'est pas un souci. Le truc, c'est que les inspirations qu'il a pour les différents problèmes, les différents jours de l'Advent of Code, en fait, ce sont des vrais sujets. Donc là, par exemple, je pense que c'est un sujet de topographie type Google Maps, etc. Et pour lesquels, donc soit lui, soit quelqu'un d'autre, a eu à écrire un algorithme. Et donc, on a une version abattardie, j'aime beaucoup ce mot-là, abattardie de ces sujets qui sont extrêmement techniques, mais qui sont des vrais sujets métiers, pour le coup, dans ça. Donc, c'est pas tous les jours, hein, suivant ce que vous faites comme métier. Moi, je suis plutôt côté cloud, DevOps, etc. Et même quand je faisais du développement web, c'est pas tous les jours qu'on nous demande de dessiner des régions, hein, sur une carte, bien évidemment. Mais c'est le genre de choses, si jamais vous vous mettez à faire comme j'ai l'intention, et c'est vrai que je ne l'ai pas noté ça, comme vous avez probablement envie un jour de faire votre propre jeu, ben ouais, il y a moyen éventuellement que vous vous retrouviez avec un sujet de j'ai une carte, il faut que je dessine en temps réel des régions parce que je fais, je sais pas, un civilisation ou un truc comme ça et que je veux dessiner en temps réel les zones d'influence ou le fog of war. Je pense que ça doit être ce genre de choses qui est derrière. Soit des sujets extrêmement techniques IRL, soit des trucs un peu plus fun, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement ce contexte-là en tête. Donc voilà, donc les elfes, ils me disent quoi? Ils me disent, on veut mettre en place des palissades. Bon, fort bien. But they can't figure out how much fence... they can't figure out how much fence they need to order or how much it will cost. Ils ne savent pas quelle longueur de palissade ils ont besoin et combien ça va coûter. Donc à partir de la map, on va avoir des régions à dessiner, et donc le périmètre de ces régions, il va falloir en calculer la longueur. J'ai déjà mal au crâne. Il va falloir en calculer la longueur pour pouvoir dire aux elfes, il faut acheter tant. Très bien. Each garden plant grows only a single type of plant. Et on ne fera pas tout, hein, ce soir, bien évidemment. L'idée, c'est de lancer un peu et de vous expliquer un peu ma démarche aussi avec l'Advent of Code, parce que c'est une démarche... Je vais utiliser les lettres TDD. Voilà, c'est de la SMR pour pas mal de gens, dont moi. Donc on va parler effectivement de comment je fais l'Advent of Code avec du TDD en Rust. Each garden single type. Alors d'accord, un seul type de plante par garden plot. Donc j'imagine garden plot, ça doit être une lettre. And is a single letter on your map. Donc voilà. Donc chaque lettre, c'est un plot. Et chaque lettre correspond à une plante, j'imagine. When multiple garden plots are growing the same type of plant and are touching, they form a region. Ah, donc là on va avoir, j'imagine, cette région-là pour A, la région des B, il y a une région un peu torticollée là de C, D il est tout seul, le pauvre, TDD, c'est bien. Et E est une région. This 4x4 of garden plot 5 different, donc ABCDE, group into the region. You need to know that region, area and perimeter. Donc d'accord, donc si on prend la région A, il faut connaître sa surface. Donc comment on calcule la surface de ce machin-là? Et qu'est-ce que ça sera pour C?
et le périmètre. Ok. Ouais, hein, je vais pas dire ça, non. The region simply the number of garden plot the region contains. D'accord, c'est juste le nombre. Donc là, pour A, ok, A, B et C sont à 4. Oui, de formes différentes, mais ils sont à 4. Type E, il n'y en a que 3, donc oui, surface 3. Et type D a une région de 1. Ok. Alors voilà, donc après on passe au périmètre. Ok, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on va juste s'intéresser à l'AREA pour l'instant et à juste déjà commencer à un peu prototyper, surtout typer, donc prototyper, nouvelle expression, un petit peu les choses, voir ce que ça donne derrière. Donc oui, voilà, donc là il donne une vue éclatée pour matérialiser un petit peu ce que ça donne. Et donc, je pense que les plus et les moins derrière et puis les barres, c'est ce qui va nous permettre de calculer. Oh, je vois la perfidie du truc. Ah ouais, putain la vache, c'est super intéressant ça. Donc ça va être de calculer le nombre de points, de traits et puis de pipes qu'il y a derrière. Pas forcément les matérialiser, hein, de les afficher. Je pense que... Après, des fois, je m'amuse à faire des, des displays. Et il y a des gens, d'ailleurs, ça aussi, hein, je fais un aparté de secondes, il y a des gens qui s'amusent, au-delà de les résoudre, de mettre des animations. Donc là aussi, je vous renvoie au subreddit, il y a largement de quoi faire. Plants of the same time can appear in multiple separate regions, and region can even appear within other region. Ah, on a déjà un plot twist. Oh, la journée 12, elle va être piquante. C'est-à-dire que là, on a 5 régions, à savoir qu'on a X, une région, X, une région, X, une région, X, une région, et toute la région des hauts. Ça va faire bobo la tête, ça. Mais vous voyez là, on a déjà, en fait, un autre cas de notre TDD, qui va être de dire, dans ce cas-là, combien on a de régions? A priori, on peut même aller plus loin de dire lesquelles elles sont, parce que ça n'a pas l'air d'être très compliqué pour l'instant, donc on peut les lister. Et donc, quelles sont leurs surfaces respectives et quels sont leurs périmètres respectifs. Et puis après, il y a le calcul du prix. Ça, en général, c'est... Ouais, ça fait partie de l'advent of code. Comme à la fin, on doit de toute façon input un nombre, bah, il y a bien un truc qui va nous permettre de faire, donc là, je vais rentrer un peu dans la terminologie, moi ce que j'appelle un fold, c'est-à-dire qu'on va plier, on va créer en fait une liste. D'une manière générale, c'est ça l'advent of code. On type, on crée une liste à partir de l'input de base. Ensuite, on va plier la liste avec un fold, un reduce, ce que vous voulez, etc. pour obtenir un nombre. Et ce nombre-là, on le soumet, c'est bon, c'est pas bon, part 2, t'as l'étoile, t'as pas l'étoile. Voilà. Et donc là, ok, on a un exemple bien tordu, ok. Et donc là, il vous dit, cet exemple-là, il a une région de plante R avec comme prix tant, une région de I plante avec ça. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça va me permettre d'alimenter mes différentes 4 TDD. De dire, si je lui donne ça en entrée, et je lui donnerai exactement ça en entrée, est-ce qu'il est capable de correctement le parser? Est-ce qu'il est capable de me calculer le nombre de régions, enfin lesquelles elles sont, leur surface, leur périmètre, et après de folder tout ça. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on va être très progressif dans l'approche jusqu'à converger sur un problème qui, a priori, je vous l'ai dit au début, ça me donnait mal au crâne. Ça donne mal au crâne, oui, mais le fait, c'est de casser, de transformer ça en différentes étapes et au fur et à mesure de converger. Exactement. La spec est ton test, exactement. Et alors, c'est là la qualité c'est là la qualité, en fait, de ce qui produit en termes de puzzle. Parce que vous voyez, imaginez que le nombre que je vais donner, et qui va être un nombre unique en plus, non seulement il doit être unique, mais en plus il doit être bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de bug. Il a 0% de chance, il a 0 le droit d'avoir de bug. Si j'arrive et que je soumets un truc que je pense qui est bon et qu'en fait qui n'est pas bon parce que je ne suis pas en phase avec l'algorithme en face, ça ne va pas du tout le faire. D'où l'intérêt de la keynote, et je vous recommande encore une fois de l'écouter, même si vous ne faites pas une seule journée d'Advent of Code, juste pour l'expérience sociale et intellectuelle que c'est. C'est extraordinaire, parce que pour le coup, il faut arriver à ce que systématiquement, pour tous les gens qui font l'Advent of Code, que les nombres qui soient proposés, ce soient les bons, et que ça matche. Et donc, tout le fait d'écrire au-delà du storytelling, etc., mais le storytelling est important, c'est la glu derrière, c'est d'arriver à se dire, ok, la personne qui va résoudre, il faut qu'elle comprenne ça, qu'elle adresse ça, qu'elle fasse attention à ça, parce que vous imaginez bien que dans les cas de test, il y a des cas tordus, comme on l'avait vu avec D, par exemple.
D, ça va être un cas, je le sens, ça va être mon cas élémentaire. Mais c'est un peu un cas à la con, parce qu'il n'y a que D. Et puis il va y avoir C, bien évidemment. C, on imagine tout de suite que ça va être, ça va être la sauce. Les X là, les X, ils vont me rendre fou, parce que en fait, c'est pas tant les X qui vont me rendre fou, c'est les O derrière. Donc la question, ça va être comment je vais faire pour arriver à gérer ça. Et ça, c'est passionnant. Parce que ça fait probablement référence à des algorithmes qui existent déjà. Et quand je cherchais des tips l'année dernière, je ne cherchais pas les solutions, bien évidemment, parce que c'est pas le jeu, mais je cherchais des tips, c'est là que j'ai découvert un certain nombre de choses. Quand il a fallu faire du pathfinding, notamment, bah, j'ai découvert l'algorithme de Dijkstra, j'ai découvert l'algorithme A-Star, qui sont des algorithmes qui sont utilisés dans les jeux vidéo pour que la créature qui est là-bas, elle vienne vous péter la gueule. Voilà, typiquement. Ça, c'est des choses qui sont utilisées. Ou des choses que vous pouvez faire si jamais vous faites de la cartographie et que vous cliquez sur les deux points et que vous faites votre Google Maps avec le truc qui va partir en drift. Donc, en plus, on apprend des choses. Donc, voilà. J'essaye. Là, pour l'instant, j'ai pas eu à le faire. J'espère que j'aurai pas à le faire pour celui-là. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir à le faire. Donc, si je mets 5 jours à le faire, je le ferai pas forcément en stream. Je passerai peut-être sur autre chose et je continuerai à avancer. Mais peut-être que je vous tiendrai à jour de là où j'en suis. Ou peut-être que j'aurais abandonné, j'aurais dit vas-y c'est trop dur, ça me saoule, et puis je vais aller faire autre chose. Mais ça m'étonnerait, parce que j'aime beaucoup ce genre de puzzle intellectuel, parce que c'est super fun. Et il y en a certains qui font bien gamberger, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va déjà faire un truc extrêmement idiot, on va matérialiser cette carte, qui, a priori, est un carré. Alors ce que j'aime bien voir, c'est regarder un petit peu le jeu de données. Ça va être un peu compliqué là avec vous. Alors, il y a combien de lignes? Il y a 140 lignes et qui font 140 de large. Ok, donc on est sur un carré. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que même celui-là, c'est un carré. Alors, c'est toujours compliqué avec les caractères parce qu'ils n'ont pas la même taille que la même hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien, on est sur des carrés à chaque fois. Donc, je sais que je vais être sur des carrés. Ouais, ça, c'est un carré. Et on va commencer par notre carré de base. Donc, ok, jeu de données, je te remercie. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails, juste en termes macro, comment ça se passe? Je vais vous montrer ma fonction main, ça sera plus simple. J'ai une fonction main, façon Rust main, ça il n'y a pas de souci, ça rapproche de C, etc. Donc qu'est-ce que j'avais? Donc là j'ai ce que j'ai en entrée, donc ça ne sera pas des stones, ça sera une map, donc j'ai déjà renommé ça en map, puisque je vais récupérer une map, rien de bien méchant là-dessus. Je vais créer une map. Je commence déjà à renommer les types, comme ça, voilà. Donc j'ai mon fichier asset input que je vais lire en tant que stir. On reviendra sur les types entre string, stir, etc. en Rust, c'est pas très important. En tout cas, pour l'instant, je vais récupérer ça sous la forme d'une string. Et ensuite, je vais en faire une map. On entrera là-dedans après, parce que de toute façon, c'est pas du tout le cas actuellement. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais... alors là, je l'ai appelé blink and time. En général, je l'appelle fold, la fonction, et je vais folder quoi? Je vais folder ma map, et ah oui, parce que je récupérais la longueur, alors on va faire ça propre, voilà. Et ensuite je fold, et le fold est censé me cracher, puisque c'est un reduce, il est censé me cracher un nombre. Donc là, il ne va pas y avoir de fold, il ne va pas y avoir de tout ça. Pour l'instant, on va en avoir absolument rien à faire. Je vais mettre ça sous forme de commentaire. Clippy va me dire que mes trucs ne sont pas utilisés, etc. Je vais passer mon temps à me faire engueuler par Clippy au début. C'est pas bien grave. Donc on va pas blink, on va pas fold pour l'instant. C'est quoi qui te fait renommer tout avec new name? Ah! Hop, pardon. Oui, parce que... alors, petit point NeoVim, surtout par rapport à ma configuration. Alors, moi, j'utilise, je vais aller mettre là, c'est... Hop, c'est NeoVim Conqueror of Code. C'est coq, en fait, mais... je sais jamais le mettre. Coq. NeoClide. Ah non, mais il n'y a pas de souci. On est là pour faire de la digression. Au contraire, ça me donne de quoi alimenter le stream. Coq NeoVim. Alors, Conquer of Completion. Donc, comme quoi, je ne sais jamais l'écrire. Coq, en fait, c'est un truc qui est ultra génial. Ça permet d'avoir un branchement sur les LSP. Donc, il y en a d'autres, des branchements sur des LSP. Moi, c'est celui que j'avais utilisé quand je me suis mis à NeoVim. Et en l'occurrence, en fait, ce que Coq est capable de faire, ce qui est assez sympa, c'est d'avoir les mêmes key bindings d'un LSP à l'autre. Donc c'est-à-dire que là, en fait, je vais utiliser le SP de Rust pour lui dire, je vais renommer.
Ça, c'est oui, ça, c'est le LSP de Rust. Et, ah oui, alors, vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas, le LSP de Rust. Si vous trouviez que les LSP, c'était cheaté, le LSP de Rust, c'est juste de la pornographie, hein, pour info. Donc, on a passé 21 h, donc là, les enfants sont couchés. Là, on se met tranquille, on se met un Quincy Jones. Ça va être chaud, hein, le LSP de Rust. Vous allez voir. Vous allez avoir très, très chaud. Alors, et oui, donc le LSP de Rust, moi, quand je fais GN, c'est comme ça que je l'ai bindé. Donc là, je vais faire un vim. Voilà, je vais être feignant. Je vais être feignant. Donc ça, c'est ma conf NeoVim. Donc GN, voilà. GN, en fait, ça active Coq Rename, donc un plugin. Donc l'action Coq Rename dans Code of Conquer. Et l'action Rename, en fait, Code of Conquer, il va après appeler le LSP pour lui dire déclencher. Ça va aller déclencher donc l'action de rename. Après, on peut les exécuter manuellement. Je ferai un petit peu plus de code, de Conquer of code dans le détail. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, avec Coq, j'ai les mêmes, moi qui alterne. Bon, j'alternais beaucoup entre Rust et TypeScript, c'est moins le cas en ce moment. Mais ça me permet d'avoir des affordances qui sont identiques, surtout d'un langage à un autre. Donc là, c'est bien parce que je sais plus qu'est-ce que j'avais fait. J'avais récupéré un truc en Go, je crois. Ouais, c'était ça. Et je regardais un petit peu comment c'était fait dedans. Et j'utilisais justement, en fait, au-delà des mouvements Vim, il y avait des trucs dans le LSP que j'avais été testé. J'avais juste eu à installer Coq Go. Donc, pour pouvoir justement brancher Coq sur le LSP de Go. Donc voilà, donc ça c'est super pratique et c'est vrai que je m'en sers beaucoup. Et puis en plus, voilà, il utilise le LSP. Là, en l'occurrence, le LSP de Rust, je l'ai configuré pour utiliser Clippy. Clippy, c'est le linter de Rust, on va dire. Enfin, il y a déjà un linter dans Rust, mais Clippy, c'est le S-lint de Rust, quoi. C'est le linter énervé, quoi. Et vous verrez, Clippy, il met à l'amende. Il met à l'amende tellement de linter. Parce que pour le coup, les reconstructions qu'il est capable de faire en termes de code et les propositions, l'autofix, ça va être sympa. Et donc, pour le coup, ça aide pas mal à comprendre comment coder de manière idiomatique en Rust. Parce que ça, pour le coup, c'est un truc que ESLint faisait, parce que ça, je le connais bien, mais il fallait activer beaucoup de règles par rapport à ça, ou du moins utiliser des bunches de règles. Clippy, en fait, arrive déjà avec, a priori, tout un passif de règles déjà intégré, déjà activé par défaut, donc des sane default. C'est génial, c'est un peu à la Prettier, quoi, c'est automagique. Et il vous dit déjà les bonnes choses. C'est vraiment un truc de ouf. Alors, ok. Donc voilà, donc mon main c'est quoi? C'est que je vais lire une map à partir de mon fichier, enfin du moins je vais créer une map à partir de mon input, et je vais faire un fold dessus et je vais afficher le résultat. Voilà, c'est aussi con que ça. Si je vais dans 2024, oui c'est ça, day, mais je vais arrêter de faire de la merde, 11, hop, part 1, voilà, donc ça c'était la part 1 du day 11. En général, j'utilise time pour savoir combien de temps ça prend. Je fais un cargo run release. Donc ça fait pour l'équivalent du day 11, là ce que je vais faire pour le day 12, ça mouline, et j'ai mon résultat. Voilà, et mon résultat c'était le 212 655 que vous avez peut-être aperçu sur la part 1 du day 11. Voilà, et ça me donne après avec le time le temps que ça a passé. Voilà, donc on va faire exactement la même chose pour le day 12. Ah non, je pensais être day 12. Il manque un 2024. Part 1. Voilà, ok. Donc, ah oui, je voulais supprimer du code, parce que pour le coup, j'en avais récupéré qui ne me servait pas à grand-chose. Donc, j'ai pas de fold pour l'instant, donc ça, on s'en fiche. Bleak Ones, donc on ne cligne pas des yeux pour l'instant. On va supprimer ça. On garde le même. Stones. Ah oui. Oui, alors. Ça, c'est le S majuscule, parce que le S minuscule, c'est pour faire du substitute, pour remplacer des choses. Par exemple, Stones, Pierre, j'en sais rien, je mets ça en français. Voilà, donc ça, c'est un truc classique dans NeoVim. J'ai un plugin, en fait, qui fait la même chose quand je fais un S majuscule, mais qui conserve la casse. Et ça, c'est très pratique. Parce que mettons que j'avais pas... Ouais, bon, je vais pas le faire comme ça. Je vais renommer mon map, là. Je vais le renommer en Stones, comme il était au début. Ok, donc là, j'ai un Stones en majuscule. Hein, et j'ai des Stones en minuscule. Ouais, voilà, là j'ai des stones en minuscules, donc c'est un peu relou, etc. Et ben, si je fais un %/s et que je dis stones en map,
Et vous voyez, les maps minuscules sont massées en majuscules. Ça, c'est génial. Parce que quand vous avez quelque chose qui est en camel case, alors est-ce que oui, je peux vous le montrer. Oui, je peux vous le montrer. Je vais le faire en camel case. Je vais mettre Stones, Toto, par exemple. OK. Et je lui dis, tu fais... Est-ce que ça a marché? Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas testé. Mais on va dire Stones, Toto en Tata Titi, parce que j'ai beaucoup d'imagination pour les noms. Alors non, faut pas que je fasse comme ça, parce que là j'ai du Stones Toto, et on va prendre Stones... Est-ce que ça va marcher comme ça? Bon, on va dire que, voilà. On va dire qu'on ne respecte pas la casse tout le temps. On va faire ça comme ça. Et lui, on va le mettre avec le T en minuscule. Tiens, je vais voir si ça marche comme ça. S. Et donc, je dis donc Stones Toto en Tata Titi. Je suis obligé d'en mettre un en capitalisé. Non, il y en a un qui l'a pas récupéré. Non, il faut que je mette Toto avec la majuscule pour que je dise où se trouve la majuscule de Toto. Ça doit être ça l'idée. Voilà, il m'a récupéré. Donc le Tata Titi, là, il me l'a fait. Le Tata Titi, là-haut, il me l'a fait. Par contre, le Stones Toto, là-bas, il ne l'a pas fait, puisqu'il est le T de Toto était pas en majuscule. Enfin bref, voilà. Encore une fois, il y a des plugins qui sont cool. Cherchez pas. J'aurai l'occasion. Après, je l'utilise moins souvent, en fait, parce que j'ai le LSP. Parce qu'avec le LSP, je peux directement faire map là, et donc ça n'adresse que les entités, à savoir le type là. Par contre, ça n'adresse pas le fait que sur les noms de fonctions ou ce genre de choses, c'est pas le cas. Donc on va faire un truc à l'ancienne, c'est pas très grave. Stones devient map. Voilà. Tout bête. Ça, on le fera plus tard. Ça, on va le faire tout de suite. Si j'ai un peu de temps, parce qu'il me reste que 20 minutes quand même, le temps passe. Je vais essayer de respecter mes temps de stream. Voilà. Ça, j'y touche pas, parce que de toute façon, on lit un fichier, ça devient un stir, donc ça, c'est pas trop un problème. Et donc, voilà. Là, on va arriver au vrai sujet. C'est quoi ma map? Eh bien, ma map, elle est composée, on l'a vu, de... où qu'il est? Il est là. Ma map, elle est composée de garden plot, qui vont, j'imagine, de A à Z. C'est ça, hein. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de... Je vois du P, du C, du T, ok, bon. Ok, donc ça va de A à Z. Ok, très bien. Je vais être un peu feignant pour le coup, je vais pas faire un énorme avec les 26 lettres de l'alphabet ou un truc comme ça. Je vais juste dire que pour l'instant, on a un tableau à 2 dimensions qui contient des chars. Ça, c'est pas mal. Donc j'en fais un struct, je rentre pas dans les détails tout de suite parce que voilà, je fais ce qu'on appelle un new type, c'est-à-dire que je définis mon type map comme étant une fine surcouche, ça s'appelle un new type en Rust, sur un vec de char. En TypeScript, l'équivalent, grosso modo, ça serait un type alias, c'est pas tout à fait la même chose, on peut faire des type alias en Rust, mais c'est pas l'idée, ça serait ça. Ça serait un vec de char. Oui, j'ai l'autocomplétion avec Tab9. On rentrera dans les histoires d'IA après. C'est juste pour l'autocomplétion. Mais ça serait ça. L'avantage, en fait, d'utiliser un new type, c'est que je peux faire ça, en l'occurrence après, à savoir implémenter des méthodes sur mon type. Donc, il faut le voir comme un wrapper. Un map, c'est un wrapper sur un vec de char. Donc, sur un tableau à 2 dimensions de caractères. Parce que char, c'est le type des caractères en Rust. Et voilà, je monte l'aide en même temps qui est intégrée. Bon, c'est pas très intéressant, voilà. Et surtout, en fait, je peux implémenter des méthodes. Une sorte de brand type. Tout à fait, merci. Je n'avais pas le terme en tête, mais c'est effectivement un peu l'idée. Donc, je peux créer une méthode iter, sachant que le truc, c'est que Vec a déjà une méthode iter pour reproduire un itérateur, sans rentrer dans les détails, et donc je vais surcharger. En fait, je vais la surcharger de rien du tout, puisque, grosso modo, je dis que je vais récupérer un itérateur de ce qu'il y a à l'intérieur. Je rentre pas dans les détails là, de toute façon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Un exemple pareil, qui peut être intéressant, c'est de se dire, je vais arrêter de faire n'importe quoi, c'est de se dire, je peux implémenter... c'est une liste dans la heap. Ouais, je rentre, pour le coup, je vais un peu vite sur la partie, je rentrerai plus dans les détails. Mais oui, on est plus proche des vecteurs. C'est ça. C'est ça, effectivement. Et c'est assez efficace. Après, je ne suis pas tout à fait au fait de toutes les différences entre Vex, Slice, etc. Et c'est aussi l'idée de Stream, c'est
d'arriver à perfectionner un petit peu ça. Mais pour l'instant, j'arrive à m'en sortir, donc ça ressemble assez aux listes telles qu'on les connaît. Et donc chaque liste a une méthode len, et là aussi je peux surcharger la méthode len pour lui faire des choses. Bon là c'est pas très intéressant puisqu'en fait je fais que faire du passe-plat par rapport à ce qu'il y a en dessous. J'aurais pu le faire avec un DRF, je sais, là aussi c'est pas très intéressant, mais ce sera utile en fait quand je voudrais faire des choses comme être sûr que je récupère toujours un élément, même quand je passe des coordonnées qui sont négatives ou au-delà de la taille de la map, ce genre de choses. Ça arrive assez souvent avec l'Advent of Code. Donc avoir des méthodes qui permettent d'avoir de la récupération safe et non pas de se trimballer des options, etc. et de galérer avec ce genre de choses. Mais quand on rentrera dans les détails, vous verrez la valeur que ça a. Et ensuite, on a les from. Donc from, qu'est-ce que c'est? C'est un trait en Rust et qui permet de dire à partir d'un vec de usize, bon là en l'occurrence ça va pas être un vec de usize, ça va être un vec de char, à partir d'un vec de char, comment j'obtiens une map. Donc un trait c'est quoi? C'est tout simplement une qualification de notre type. Donc si je dis que j'implémente le trait from pour map, ça veut dire que toute map aura le trait from et donc par définition implémente la méthode consacrée, à savoir from. Donc ça, c'est un trait qui est standard et qui permet de donc convertir d'un type à un autre. Et ça, c'est super cool parce qu'en fait, c'est un type pour lequel vous devez, si vous utilisez différentes types sources, là en l'occurrence avec vec de char ou un stir, enfin une référence à un stir, on produit une implémentation de from qui sera pas la même, forcément, parce qu'on ne crée pas un map à partir d'un vec de char, comme on crée un map à partir d'un stir. Pas évident comme ça. Parce qu'un vec de char, c'est déjà un tableau à 2 dimensions avec des caractères, alors qu'un stir, ça va être mon fichier avec les anti-slashen qui font la sauce du truc. Et je rentre pas là-dedans, puisque j'avais dit que je le faisais en TDD, donc tout ça, en fait, je m'en fous. Pour l'instant, j'ai pas de problème, puisque j'ai pas de plantage. Donc, je suis même... Ouais, ça va planter à cause de parse, hein. Ouais, ça va planter à cause de parse. Donc on va pas se prendre la tête. On va commenter tout ça. Pour l'instant, j'ai pas de problème, j'ai pas de souci. J'ai juste un struct, j'ai une fonction getFileContent. Jusqu'ici, tout va bien, quoi. J'ai pas de problème. Et ensuite, je vais avoir mes tests. Alors un truc que je trouve particulièrement sympa avec Rust, là pour le coup je m'attarde 2 secondes, c'est le fait que les tests unitaires, en l'occurrence, enfin les tests qui sont faits comme ça, ils sont à côté du code source. Ça a l'air de rien comme ça, c'est génial. Parce que là, par exemple, j'ai renommé mon map, etc. C'était dans le même fichier. Ça aurait pu être dans d'autres. Hein. Le LSP, il est capable de gérer plusieurs fichiers. C'est pas la question. Mais le fait de visualiser, de pouvoir passer du code qu'on est en train de faire aux tests qui sont en dessous, ça a vraiment pas de prix. Et en termes d'itération, notamment quand on fait du TDD, on n'a pas à alterner entre deux buffers, entre deux fichiers, etc. pour dire « Ah oui, mais ça, c'est mes tests. Ah ben non, il faut que je corrige mon code. » Non, vous avez tout. Ce qui me permet donc, pour l'instant... Ah ouais, non, c'est vraiment génial. Donc on va faire un truc tout bête, hein, parce que là j'en ai marre que ça plante. Assert equal, true. Ah tiens, on va se marrer, parce que ça, je pense que je vais me faire engueuler. Ouais, bon, use super, on s'en fout. Et expected map, found Esther. Voilà. Ah ouais, il m'engueule pas là-dessus. Ok, donc comment qu'on teste? Cargo test. Il y a plein de warnings, etc. parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas utilisés, etc. Mais on s'en fout. J'ai un test, il est OK. Bon, on va dire que mon test qui n'était pas passant, c'est le fait que ça hurlait dans tous les sens, mais maintenant j'ai un test qui est OK. Bon, on va pas aller bien loin, il nous reste 12 minutes, je vais essayer d'avancer un peu. Alors, je suis bête, moi. On me dit, je te file un cas exemple, ah ben, je vais récupérer le cas exemple. Hein, on va faire ça simple. Donc, hop... Ça marche ça? Ouais, moi j'aime bien quand c'est ramené à la ramené à la ligne, comme ça je vois un petit peu ce qui se passe. Non, ça c'est le display, on s'en fiche. Ça c'était un placeholder. Et là déjà j'ai un truc intéressant. Là il me dit quoi? Il me dit j'ai pas de méthode from. Si j'ai une méthode from. Ah si, parce que de base en fait comme on dit sur avec vec. Voilà. Et là il dit gna gna gna. Et oui, il voulait un map et il a un stir. Bah oui, j'ai pas commencé à écrire mes fonctions, etc. Donc il aime pas du tout. Il aime pas du tout tout ça. Il aime pas. Il est pas content. Et qu'est-ce qu'il aime pas? Et je lui dis un assert equal. Et je lui dis, bah oui, je veux comparer la map que je suis censé avoir parsée avec un vec. Donc déjà, c'est pas un vec.
On va déjà essayer de qualifier un petit peu. Donc le vec avec un point d'exclamation, c'est une macro en fait qui permet de créer, c'est comme un new array ou comme on mettrait directement les crochets en JavaScript. Je prends cet exemple-là parce que c'est ce qui me parle le plus. C'est une macro qui permet directement de dire bah voilà comment vous allez. Je crée une liste en fait tout bêtement. Donc je vais être assez feignant. Je vais juste faire un vec vide. Voilà. Donc mon tableau à 2 dimensions. Oui, il manque un truc là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Voilà. Non, on est bon. Ok. Et donc, je fais une liste vide. Ce qui sera pas bon, hein, mais bon, c'est pas grave. On va avancer là-dessus. Je vais déjà régler la question des types. Et ensuite, on va se marrer. Donc, forcément, il va falloir que j'implémente from pour un vec de char. Puisque, tout bêtement, je vais comparer ma map avec un vec que je génère à la volée. Comme ça, je vais pouvoir voir ce que je fais. Bah oui, forcément. Là, j'ai pas un vec de usize, j'ai un vec de char. À partir d'un tableau de caractères, je veux créer un map qui est un tableau de caractères. Pas grand chose à faire. Je vais juste renvoyer un map qui va contenir mon tableau de caractères. Donc ça, en général, ce from là, il est facile, puisque l'idée, c'est d'avoir une matérialisation qui corresponde à ce qu'on veut. Là où c'est plus drôle, c'est que je vais récupérer un stir. Je vais récupérer un stir qui est un peu particulier, donc une string. Hein. Je vais récupérer une string qui, comme vous le constatez, en fait, contient plusieurs lignes. Donc là, il y a les anti-slash-n, hein, je les matérialise là, qui sont masqués, puisque voilà, c'est comme ça qu'on peut le faire en Rust, mais n'importe quel langage le ferait. Donc je vais avoir effectivement mes différentes lignes, et notamment la dernière. J'aime bien faire comme ça, parce que quand on regarde dans le fichier, on ne le voit pas à la fin, mais il y a 2 retours chariots. Là aussi, l'algorithme doit être capable de le gérer, donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Donc, on va partir de notre stir. Notre stir, il a une méthode qui s'appelle split whitespace. Split whitespace, je rentre rapidement là-dedans. Split the string slice by whitespace. Donc whitespace, tout ce qui est défini comme étant un whitespace en étant Unicode, machin, etc. Donc ça, c'est super cool parce que toutes ces méthodes-là, elles existent de base. Vous n'allez pas vous prendre la tête. A few words split whitespace. A few words. Mary had a little lamb avec de l'Unicode, etc. au milieu, avec une tabulation, un caractère Unicode et un anti-slash-n et une tabulation là, split whitespace. Et bien vous avez Mary, whitespace, had, whitespace, a, little, l'Unicode est... je sais pas, il est bypassé. Oui, ok. Et puis après, lamb, donc voilà, tac, tac, tac. Donc super pratique quand vous avez une chaîne de caractères qui contient du whitespace. Donc là, je vais utiliser le mode de fonctionnement qui est assez idiomatique en Rust. Hein. On part d'un, c'est pas un itérateur stir, mais split whitespace va me produire un itérateur qui est de type split whitespace, bon, pas très intéressant en soi. Et grosso modo, sur tous les éléments qui va me splitter, donc tous les éléments séparés par un whitespace. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des lignes, hein, puisque on est sur AAA avec les autres, etc. Donc je vais avoir d'abord AAA, puisqu'il y a un anti-slash-n, puis après je vais avoir BBCD, etc. Hop. Et donc, je vais aller un peu plus vite là. Chaque ligne a ses chars, puisque je vais découper A en chacun des lignes. Non, il n'y a pas de ça à faire. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un collect là-dessus. Et je vais faire un collect là-dessus. Ça suffit? Ça suffit. Collect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je récupère tous les éléments de mon itérateur. Voilà. Donc left en rouge, c'est ce que j'ai produit. Right, c'est ce que j'attendais. Donc là, j'ai triché un peu puisque j'ai mis une liste vide en right. Et en fait, en left, ça me permet de valider que ce que j'ai fait, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai splitté mon fichier d'entrée, donc mon A, B, B, C, D, en différentes lignes, puisque chacun avait son anti-slash-n. Et sur chacune des lignes, j'ai récupéré chacun des caractères. Je collecte tous les caractères pour en faire avec. Et je collecte ensuite chacune des lignes pour en faire un vec de vec. Voilà. J'ai un peu l'habitude parce que en fait je m'en suis tortoré plein hein, des vecs de vec, donc je vais assez vite là-dessus et puis je vais tricher d'une manière assez sale parce que en fait je savais déjà que ça allait marcher, donc je vais pouvoir faire en fait faire un truc dégueulasse, à savoir que je vais récupérer ce que j'ai généré dans la console
Et comme ça me permet d'aller vite. C'est là que je veux être. P. Voilà. Hop, un petit peu de CTRL-V en Vim pour aller sélectionner tout ça. Je vous le montre parce que je vais plus vite d'habitude. On beautify et on a exactement ce que je voulais avoir, à savoir un vec, deux vecs, deux chars. Pourquoi il gueule? Map element coming from star avec vec de char. Qu'est-ce que j'ai dit? Vec de chat ou de échar? Alors, c'est moi qui ai mal lu. Je suis fatigué. Ah oui. Voilà, ça on arrive sur la différence que des fois je me fais souvent avoir avec Rust. Donc je vais troller 2 secondes. Les messages de Rust sont très clairs quand on connaît Rust. Quand on connaît pas Rust, j'avoue qu'on se gratte la tête. Là typiquement, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est pas un vec de char que tu as fait. C'est un vec de slice. C'est un vec de slice. Ça, c'est un slice. C'est-à-dire que c'est une partie d'un vec. Là aussi, quand on n'a pas l'habitude et de la manière dont c'est représenté en mémoire, ça pique un peu. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est de dire que ce sont des vecs. Et là, ça marche. Ouais, je maîtrise pas encore. Des fois, entre les vecs et les slices, je me mélange un peu les crayons. C'est le Rustbook est très bien par rapport à ça, mais l'idée, c'est de se dire que là, en l'occurrence, comme j'ai dit que je faisais un vec de char, bah, c'est ça que je dois représenter. Parce que mon from attend un vec de char. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'il y a. J'ai plus de warning, etc. J'arrête de me faire engueuler. Et je vais nettoyer un peu. Oui, t'es pas utilisé. Voilà. Donc, j'ai... on va pas les garder. Bah, d'ailleurs, on va virer l'imple. Ça sert à rien pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai mon vec de vec. Et maintenant, je peux quand même créer une fonction main. Hein. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, je vais lui dire... Non, j'ai pas accès... Ouais, on va lui dire ça. On va lui dire ça. Donc là, il va gueuler, parce que j'ai pas de méthode len. Donc c'est là que je vais me dire, oui, il me faut une méthode len pour mon map. Oui, alors attends, je vais être feignant, parce que je l'avais déjà avant. Voilà. Rap. Voilà. Voilà. Et en fait, là aussi, je vais être feignant, puisque je vais juste dire combien j'ai de lignes dans mon fichier. C'est ça, le len 0, puisqu'en fait, j'ai mon vec de vec, je vais prendre juste la première dimension. C'est pas très grave. Ça va me permettre, en fait, tout simplement, de ne plus avoir de warning, parce qu'il y a des warnings dès que vous faites quelque chose qui n'est pas utilisé. Ce qui est bien, hein, je veux dire, c'est bien d'avoir des warnings, de dire, ah bah oui, tu as défini ça, tu l'as pas utilisé. Bah oui, mais là, je suis en train de prototyper, donc fous-moi la paix un peu. Donc là, si je fais un cargo run, si je fais un cargo run, je vais avoir 140, ce qui est bien le nombre de lignes qu'on avait. Hein. Je peux le valider en allant regarder mon asset input. J'ai bien ligne 140 sur 140. Ah oui, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on fait, Stéphane. Dollars, voilà. J'ai bien 140 lignes dans mon fichier, puisque c'est un carré de 140 par 140. Ok, donc ça c'est bien, je vais le garder ça, puisque le main ne servira que quand, en fait, j'arriverai à la fin. Quand j'aurai mon fold et que j'aurai calculé le prix total de mes différents trucs et de mes machins. Le main, je m'en intéresse assez peu d'une manière générale. L'idée, c'est, à chaque fois, de se dire, je vais créer un test qui va planter. Ensuite, ce test, je vais écrire du code pour qu'il passe. Et je passe à la fonction d'après. Je fais du TDD. Et l'idée, ça va être... c'est bien, ça me permet de faire une conclusion quand je vois l'heure. L'idée, ça va être de progresser comme ça au fur et à mesure pour arriver à la fin de la part 1. Et jusqu'à maintenant, cette approche-là, tiens, pour le coup, on va finir là-dessus. Si je reprends mon day 11, oui, partout, hein, ouais. SRC main. Voilà, en fait, à chaque fois, alors une fois passé tous ces trucs-là, voilà, j'ai mon test pour savoir comment je fais ma liste de pierres. Ensuite, j'ai mon blink once et je vais faire mes tests unitaires sur mon blink once avec ce qui est censé être fait. Ensuite, je fais mon blink n times où je vais blinker un certain nombre de fois et je vais avoir mes jeux de données derrière qui vont me dire à chaque fois que j'ai blink, j'ai mes jeux de test avec mes assertions derrière, Voilà. Et je fais tout ça en TDD avec
Là, certes, bah, ça vient du site qui me disait, bah voilà, une fois qu'on a blinké 25 fois, donc 19 plus 6, on arrive à 55 312. Voilà. Je sais pas, par rapport au jeu de données qu'ils m'ont donné, en tout cas, c'est censé être ça. Et une fois que bah, tous mes tests sont passés, normalement, une fois que je fais mon main avec le fold et le calcul du résultat, c'est censé tomber juste. Et jusqu'à présent, à une étoile près, ça m'énerve un peu, ça s'est toujours très très bien passé. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas committer et tout, parce qu'en général, je commite qu'une seule fois quand j'ai fini une partie. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, donc ça vous donne un petit peu la teneur de ce que je vais faire sur le stream. Là, c'est sur l'exemple de l'Advent of Code. Je n'exclus pas de le faire sur d'autres sujets, hein. J'avais parlé de Teddy, de le faire sur du TypeScript, etc. Ou d'explorer d'autres trucs derrière qui seraient moins code. Mais c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Je prends un sujet, j'avance, et puis bah, dès que j'ai l'occasion de digresser, soit parce que vous me posez une question, donc je chauffe les questions, j'essaye en live, soit parce que je vais avoir quelque chose à dire, on rentrera dans le détail. Voilà, il est 21h30, je vais arrêter là, comme ça me permet de regarder un petit peu ce que ça donne en feedback, et puis après j'essaierai de... Alors ce sera disponible, j'ai activé les VOD là sur Twitch, j'ai ma chaîne YouTube, de toute façon je mettrai tout ça sur les réseaux sociaux, j'en reparlerai. L'idée c'est d'avoir le YouTube pour la partie VOD persistante, parce que je crois que ça dure que 15 jours sur Twitch, et voilà. Bien mieux le son après rectification. Ah bah écoute, ça fait super plaisir. J'itérerai, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Voilà. Et bah, si ça vous a plu, bah, je peux faire mon influenceur maintenant. Abonnez-vous, n'hésitez pas à en parler, laissez des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à mettre du feedback, c'est toujours intéressant, des trucs qui vous ont plu, pas plu, des trucs où j'ai été trop rapide, des trucs que vous voudriez que j'aborde. Il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de mauvais sujet, je pense. Et voilà. J'ai vraiment hâte déjà d'être à jeudi, parce que rien que de commencer comme ça, je pense qu'on va passer de super bons moments. Voilà, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, amusez-vous bien, geekez bien, et à la prochaine.